Bonjour et bienvenue à Vivez l'expérience américaine. Mon nom est Julie Lesage. La semaine dernière, j'ai reçu beaucoup de questions sur le déménagement aux États-Unis. J'en reçois généralement beaucoup, mais depuis quelques semaines, j'en reçois beaucoup plus. Et je me rends compte que les gens ont comme déjà fait leur cheminement dans leur tête, mais qu'ils n'ont pas la bonne information, ce qui fait que s'aperçoivent en me parlant que ça va être beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. Donc, j'ai pensé que de faire une vidéo pour vous expliquer les façons les plus faciles et moins faciles de venir aux États-Unis, ce serait très bien. Donc, il y a trois façons de venir aux États-Unis. Par la famille, pour le travail ou comme investisseur. Donc, on va commencer par le premier, la famille. Donc, bien entendu, si vous avez quelqu'un de votre famille proche, père, mère, ou si vous, en fait, mariez un citoyen américain, américaine, vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir faire le move. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Si vous mariez un Américain, américaine, le processus est moins long, mais si ce sont vos parents puis tout ça, donc vous pourriez attendre, mais c'est relativement simple. Bien entendu, je suggère toujours de travailler avec un avocat pour vous éviter plein de petits trucs qui pourraient vous arriver, mais si vous avez ça dans votre famille, ben moi je commencerai par ça. Pour le travail. Donc, pour le travail, les gens me disent souvent, « Ah, mais là, je connais quelqu'un en Floride qui voudrait m'engager. » Puis je leur dis toujours, « Ouais, mais c'est parce que j'ai tellement de gens qui me disent ça, là. Ça serait tellement simple si on pouvait juste se trouver un emploi. Il y a quelqu'un... Ouais, mais pourquoi donc ça fonctionne pas? La personne a besoin, elle n'a pas... Il n'y a pas d'Américain qui peut travailler pour elle, mais ça ne marche pas de même. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pour les visas de travail, il y en a plusieurs. Je vais commencer par le plus simple. Puis la raison pour laquelle c'est le plus simple, c'est parce que c'est, pour les Canadiens du moins, c'est un visa qui n'est pas un visa parce qu'on n'a pas besoin d'aller au consulat. OK? Donc, si vous n'êtes pas Canadien ou Mexicain, c'est pas pour vous. C'est seulement pour les citoyens canadiens et mexicains et c'est le TN. Pour les Canadiens, contrairement pour les Mexicains, le TN est très facile à avoir. Vous avez besoin d'avoir une lettre d'embauche dans un format précis d'une compagnie américaine et on doit vous embaucher avec le titre d'une profession qui est dans la liste des professions TN. Il y a tellement de professions dans cette liste-là, je ne vais pas toutes les énumérer, mais je vais essayer de la partager là, dans les commentaires pour que vous puissiez regarder si ce serait éligible pour vous. C'est supposé être des emplois, des professions en demande, mais la liste a été faite, ça fait tellement longtemps que je ne pense pas que c'est le cas. Donc, on retrouve des professions comme bibliothécaire, par exemple. La majorité de ces professions-là demandent un baccalauréat, mais pas toutes les professions. Donc, certaines vont accepter juste une licence, par exemple, infirmier, infirmière, si vous avez la licence, une licence de pratique, vous allez être capable d'avoir le TN. Mais généralement, la majorité, on demande un baccalauréat. Donc, vous avez votre lettre d'embauche, vous avez également la profession et ce qu'on demande pour cette profession-là, c'est-à-dire le baccalauréat ou des années d'expérience. Vous vous présentez aux douanes, c'est 50 quelques dollars et ça prend moins d'une heure. Donc, relativement facile, mais si votre profession n'est pas dans cette liste-là, ça ne fonctionnera pas. Pour le TN, je veux juste faire une petite parenthèse ici parce que c'est assez important. Si vous faites le move
en famille, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la seule personne. Le conjointe et les enfants, les personnes à charge vont recevoir un TD, mais ça ne leur permet pas de travailler. C'est-à-dire que ça leur permet d'aller à l'école, mais ça ne permet pas aux conjoints de pouvoir travailler. Donc, c'est vraiment important parce que souvent, c'est ce qui accroche et c'est souvent la raison pour laquelle les gens vont décider d'aller vers un autre visa. Il y a aussi le H1B, H1B, H2B. Donc, ce sont des visas avec une limite. Donc, à chaque année, on octroie un nombre limite de ces visas-là. Pour le H1B, c'est un visa qui est, on l'appelle dual intent, c'est-à-dire que on peut passer d'un H1B à la carte verte, ce qui n'est pas le cas avec le TN. Il y a des façons de le faire, bien entendu, mais c'est pas ce qu'on appelle un dual intent, c'est-à-dire qu'on on peut avoir l'intention d'aller aux États-Unis sans immigrer et on peut aller aux États-Unis avec le but éventuellement d'immigrer. Donc, pour le H1B, sauf dans certains cas particuliers, on demande généralement le baccalauréat également. Et comme il y a une limite, c'est relativement difficile de trouver des entreprises qui vont avoir les visas disponibles pour leurs employés, donc futurs employés. Mais si vous trouvez une compagnie qui engage avec des H1B, ben, c'est relativement simple et en plus, ça vous amène éventuellement à la carte verte. Le H2B, c'est le visa, je l'appelle, c'est le visa des gens qui n'ont pas de scolarité, OK? Donc, c'est pas un visa que je recommande, mais pas du tout, sauf quelqu'un qui voudrait juste venir aux États-Unis pour l'expérience ou pour apprendre l'anglais, par exemple. C'est souvent un visa qu'on va retrouver chez ceux qui vont travailler dans les hôtels. C'est ça. On appelle ça les non-skilled. Donc, c'est ceux les gens qui n'ont pas vraiment de profession ou de scolarité vont aller avec un H2B. C'est souvent octroyé pour des limites de temps très courts. Donc, pas vraiment le meilleur visa à avoir, mais il existe. On a également, si vous êtes un génie, si vous avez fait des trucs vraiment géniaux dans votre vie, que ce soit au niveau des sports, ça peut être au niveau des arts, ou bon, ça peut être vraiment un génie dans n'importe quel domaine et que vous êtes capable de le prouver. Donc, il y a les visas O. Encore une fois, il faut vraiment être très avancé dans son domaine ou dans sa profession pour en arriver à avoir ce visa-là. Donc, je ne l'expliquerai pas de fond en large, mais il existe, donc le O. Et le J1. Donc, le visa J1, c'est un visa pour un échange culturel. J'utilise beaucoup ce visa-là pour les Canadiens et aussi les Français qui viennent aux États-Unis en Louisiane pour enseigner le français. Donc, si vous avez un baccalauréat en enseignement, eh bien, vous êtes éligible pour aller enseigner le français dans des écoles de la Louisiane. C'est un programme de l'association qui s'appelle la Codophile en Louisiane. Et c'est généralement là il y a d'autres programmes de J1, mais c'est vraiment le plus populaire. Et j'ai eu plusieurs clients là, qui ont passé par ça. Et je connais même plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement des clients qui ont passé par le Visa J1 et qui sont encore en Louisiane et c'est ça, en train d'enseigner leur langue maternelle. Parce que la Louisiane, je ne sais pas si vous saviez, essaie vraiment de garder
la culture francophone et c'était très difficile de trouver des enseignants à l'intérieur de la Louisiane, donc ils sont maintenant obligés d'aller les chercher ailleurs. On aime beaucoup les Canadiens parce que le français de la Louisiane s'apparente beaucoup plus au français des Québécois que des Français. Donc, le L1. Mais qu'est-ce que c'est que le L1? Donc, si vous avez une entreprise, le L1 peut être un investissement. Donc, vous pouvez, si vous avez une entreprise au Canada ou en France ou dans un autre pays, je reviens souvent sur le Canada parce que c'est là que la majorité de mes clients viennent, mais j'en ai aussi beaucoup de la France, la Belgique. Donc, le L1, si vous avez une entreprise qui est en existence depuis au moins 1 an et que vous avez l'intention de la garder, vous pouvez ouvrir un bureau américain et pouvoir y travailler dedans avec un L1. Il y a le L1A, le L1B. Ou si votre entreprise, si vous travaillez pour une compagnie qui a des filiales américaines et que vous êtes un employé clé de cette entreprise-là, vous pouvez demander un transfert. Et donc, c'est le même visa, mais c'est vraiment c'est soit qu'on va transférer l'administration, donc les propriétaires de l'entreprise qui vont venir ouvrir un bureau aux États-Unis ou encore des employés clés. Donc, c'est le même visa et c'est aussi un visa qui est dual intent. Donc, vous pouvez, avec ce visa-là, accéder à la carte verte. C'est tant qu'à moi, un excellent visa si vous êtes éligible. Ensuite de ça, il y a plusieurs autres petits visas là, pour le travail qui sont juste pas très communs. Je peux pas toutes les énumérer ici là, parce que je ne veux pas faire une vidéo de 3 heures. Mais bon, il y en a certains, mais c'est vraiment dans des cas très, très, très particuliers et généralement pas les meilleurs visas à avoir. Ce que je vous ai parlé jusqu'à date, ce sont des visas qui sont non immigratoires, c'est-à-dire que c'est vraiment des visas pour venir prendre de l'expérience aux États-Unis, mais pas de façon permanente. C'est-à-dire que la majorité, ça ne mène pas à la carte verte. Il faut faire des efforts supplémentaires pour y arriver. Mais si vous avez un sponsor, c'est-à-dire que si vous trouvez une compagnie qui voudrait vous sponsoriser, vous pouvez accéder à des visas immigratoires, donc des visas qui mènent directement à la carte verte. Et je parle ici des EB1, EB2, EB3. Donc, EB1, quand on parle de 1, 2, 3, c'est vraiment une hiérarchie. Là, donc, on commence par le EB1, ensuite de ça par le EB2, et pas ça, s'il en reste, on y va avec le EB3. Et ça va aussi avec la scolarité, bon, et l'expérience et la notoriété, en fait. Donc, si vous êtes très connu dans votre domaine, que vous avez, je ne sais pas, une maîtrise et beaucoup d'expérience, peut-être que vous allez être éligible au EB1. Et donc, le EB1, EB2, EB3, c'est vraiment dans la hiérarchie de temps aussi. C'est-à-dire que si vous avez un EB1, vous allez recevoir votre visa plus rapidement que si vous avez un EB3. Il y a des exceptions à tout, là, parce que c'est relativement complexe, mais en général, c'est ce qu'on voit. Si vous pouvez avoir un sponsor, même si vous n'êtes pas au pays, donc même si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous pouvez avoir votre sponsor, mais vous n'avez pas le droit de travailler pour cette entreprise-là, aux États-Unis du moins, tant que vous n'avez pas votre visa. Donc, vous ne pouvez pas arriver aux États-Unis, avoir le sponsor, travailler pour cette entreprise-là et éventuellement recevoir votre visa, non. Donc, et ça peut prendre du temps. J'ai dernièrement vu un EB2 et le processus a pris 2 ans. Là. Donc, c'est quelque chose qui existe, mais c'est difficile de trouver
un sponsor qui va vouloir vous embaucher, à moins que vous êtes vraiment génial, mais attendre pour vous de commencer. Bon, donc ça, c'est ce qui est immigratoire. On va parler ici des investisseurs. Donc, si vous pouvez faire un investissement substantiel, vous avez accès à 2 visas, en fait, d'investisseurs. Le visa E2. Donc, le visa E2, c'est un visa qui vous permet d'acheter une entreprise, de créer une entreprise aux États-Unis en faisant un investissement. Il n'y a pas de montant minimum. Par contre, on sait très bien et c'est différent pour chaque nationalité. Donc, si vous êtes Canadien, on sait que c'est un peu plus simple. On demande un investissement moindre que si vous venez, par exemple, du Pakistan. Et c'est pas tous les pays qui sont éligibles. Encore une fois, je peux pas toutes les décrire, donc vous pouvez aller faire des recherches si votre pays est éligible. Et les critères aussi. Par exemple, pour le Canada, le visa est octroyé pour 5 ans, tandis que pour les Français, ça sera 4 ans. Donc, encore une fois, faites les recherches, mais le E2, si vous avez les moyens de faire cet investissement-là, c'est un visa qui est un très bon visa. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché à votre entreprise seulement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment dépendant d'un employeur. Et ça permet aux conjoints-conjointes de pouvoir travailler, ce qui est souvent pas le cas dans les autres visas. Donc, le E2 permet aux conjoints-conjointes de se trouver un emploi et peut-être supporter la famille jusqu'à ce que l'entreprise fasse assez d'argent, si vous la créez tout de suite, là. Et on parle d'un minimum, j'aime ça dire le 100 000, sauf que je sais très bien que maintenant, ça fait des années qu'on parle du 100 000. Donc, le plus d'investissement que vous pouvez faire, le mieux. Mais le critère principal pour ce visa-là, c'est vraiment la création d'emplois. C'est la raison pour laquelle le visa existe. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir. Vous avez 5 ans pour faire vos preuves. Donc, vous avez 5 ans pour embaucher des Américains. Et on parle ici là, de minimum 3, 5 employés, dépendamment de l'industrie, sur 5 ans. Donc, vous devez faire assez d'argent pour pouvoir payer 3 à 5 salaires, en plus de vous verser un salaire qui va vous permettre de vivre aussi. Donc, faut que c'est pour ça qu'on parle d'un investissement substantiel et c'est pour ça qu'on parle aussi du 100 000 parce qu'on sait que si vous investissez autant d'argent, il y a des grandes chances que votre entreprise ne sera pas marginale. Quand on parle d'une entreprise qui n'est pas marginale, c'est une entreprise qui justement fait vivre plus que ses propriétaires et c'est le but ultime du E2. Malheureusement, le E2 n'est pas un visa immigratoire, c'est un visa non immigratoire et qui ne permet pas à celui qui le détient de pouvoir avoir la carte verte directement. Encore une fois, il y a toujours des façons de le faire, mais généralement, c'est pas le cas. La façon dont on voit souvent les gens avoir leur carte verte par le E2, c'est souvent par le conjoint-conjointe qui va pouvoir travailler pour n'importe quelle compagnie américaine et qui pourra se faire sponsoriser par cet employeur-là qui va amener la carte verte pour toute la famille éventuellement. Donc, c'est la façon généralement qu'on voit. Si vous avez plus que 100 000 ou beaucoup, beaucoup plus que 100 000 à investir, il y a encore, et je dis encore parce que on ne sait pas si ce visa-là va finir par disparaître, c'est le EB5, donc c'est un investissement très, très substantiel que Donald Trump n'aime pas beaucoup
Et bon, il l'a dit à plusieurs reprises que c'était un visa avec beaucoup de fraude et bon, qu'il n'aimait pas vraiment ce visa-là, qu'il voulait le remplacer par la Gold Card. Sauf que la Gold Card, c'est un investissement encore plus grand. Donc, la Gold Card, selon Trump, serait de 5 millions de dollars américains. Mais pour le EB5, en fait, à ce moment-ci, c'est 1,5 million ou 800 000 dans certains, des endroits spécifiques aux États-Unis. Donc, il y a une map qui existe. C'est des endroits qui sont plus ruraux ou des endroits avec un taux de chômage très élevé. Donc, si vous êtes dans ces régions-là, vous pouvez faire un investissement de 800 000. Et on veut aussi, même chose, la création d'emplois, mais pour le EB5, on parle plus de 10 à 12 employés. Donc, il faut avoir des grosses capacités. Donc, un petit peu très différent du E2, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres façons de venir aux États-Unis? Oui, il y a plusieurs autres façons. En fait, il y en a tellement que c'est difficile de toutes les énumérer. Mais généralement, si vous avez pas les moyens, si vous n'avez pas de profession, vous avez rien accompli là, de prestigieux dans votre vie et que vous avez personne de votre famille qui est citoyen américain, ça va être un peu plus difficile pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut juste dire que ça va être un peu plus difficile. Quand on parle de déménager aux États-Unis en famille, c'est un peu plus simple parce que souvent dans le couple, il va y avoir une personne qui va être plus sujette à avoir le visa. Et donc, ça permet, si c'est un TN, si vous êtes sur un TN, une personne est sur un TN et l'autre personne ne peut pas travailler, ben, la personne elle va pouvoir venir aux États-Unis, va pouvoir, éventuellement, la famille pourrait se faire sponsoriser par l'employeur de la personne qui a le TN. Oui, mais va pouvoir peut-être aller à l'école, va pouvoir peut-être aller faire un baccalauréat dans une profession qui va lui permettre d'avoir un TN aussi. Il y a plusieurs façons de le faire, mais généralement, si vous n'êtes pas éligible pour aucun visa, c'est très, très, très difficile de venir aux États-Unis. La raison, comment moi je suis venue aux États-Unis, en fait, nous sommes venus ici sur un TN et c'était mon conjoint qui avait le TN. Donc, il est infirmier dans le temps. Maintenant, le TN, il est renouvelable aux 3 ans. Dans le temps, c'était 1 an. On a été excessivement chanceux parce que dès qu'on a fait les demandes pour la carte verte, donc l'employeur de mon conjoint a accepté de sponsoriser la famille au complet. Ça nous a pris 3 mois pour avoir la carte verte. Ça fait longtemps que je fais ça. J'ai jamais entendu parler de 3 mois. Donc, ça a été excessivement rapide à l'époque. Mais c'est ça. Donc, c'était une des professions qui était en demande. Et maintenant, même pour tous ceux qui arrivent avec un TN, mais sur professionnel de la santé, parce que bon, il y en a plusieurs dans la liste, c'est beaucoup plus complexe. Donc, beaucoup plus complexe que la première fois qu'on a fait la demande du TN. Donc, il y a ce qu'on appelle un visa screen qu'on doit passer. Et on s'assure de la connaissance de la langue. Donc, il y a un test en anglais à passer, bon, tout ça. Et c'est quand même assez long. Donc, pour les professionnels de la santé, le TN est un peu plus difficile à avoir qu'avant. Mais si vous avez une licence de pratique et tout ça, là, c'est relativement simple. C'est juste un peu plus difficile pour les Québécois parce que
à cause de la langue. Donc, si vous êtes allé à l'école en anglais, puis donc vos diplômes et tout ça, c'est en anglais, ça va être un petit peu plus facile. Mais si vous avez fait vos études en français, ben là, il y a des étapes additionnelles à passer, dont justement le test d'anglais. En fait, je pense que ça fait un peu le tour de toutes les entrées. Encore une fois, il y en a d'autres. Ça va être, il faut vraiment comme poser je pourrais vous poser des questions vraiment très spécifiques pour voir si vous seriez peut-être éligible à un autre visa. Mais bon, ça revient toujours au même. Votre profession, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie et combien d'argent vous avez à investir. Donc, si vous avez encore d'autres questions, je vous suggère de commenter sur ce vidéo-là parce que je lis, ou pas juste moi, mon équipe va lire les questions, puis souvent, j'essaie de répondre directement. Mais si je vois que tout le monde pose la même question, ben en fait, je fais une vidéo. Je vais faire justement une vidéo sur le E2 parce que j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions sur le E2, puis les critères, puis qu'est-ce qu'on doit faire, blablabla. Et je pense que ça va être important pour moi de vraiment là, aller en détail sur ce qu'on peut faire pour les façons d'arriver aux États-Unis sur un E2 parce qu'il y en a tellement, c'est assez incroyable. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions puis que je ne vous ai pas trop découragé et on se revoit dans un prochain vidéo. Au revoir!